Il est économiste, professeur de gestion à la Sorbonne. Il est l'auteur de nombreuses publications académiques sur le terme de l'interprétation des données financières en milieu international. Depuis 2003, il est le directeur de l'Institut des hautes finances. En 2013, il est devenu membre du Haut Conseil des finances publiques, où d'ailleurs il s'occupe de valider les hypothèses de croissance formulées par le gouvernement français. Il est vice-président du Cercle Turgot, président du Cercle de l'entreprise. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Monsieur Philippe de Sertine. Alors, Monsieur de Sertine, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous adressez ce matin à un parterre de dirigeants financiers qui sont nécessairement concernés par l'évolution du contexte international. Donc ma réponse est aussi simple que directe. Quel bilan, à l'heure actuelle, dressez-vous de l'état du monde et de l'évolution de ce contexte international? Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, cher Christophe. Je démarre mon chronomètre parce que je sais que nous sommes avec un timing extrêmement précis. Donc je suis vraiment ravi de parler ce matin devant vous, d'autant que, effectivement, étant directeur de l'Institut de haute finance, qui est une vieille institution créée à l'époque à l'initiative de quelqu'un qui n'était plus Premier ministre, pas encore président de la République, qui était un ancien banquier de chez Rothschild d'ailleurs, donc c'était Georges Pompidou. En fait, l'Institut de oui, je précise tout de suite, hein, donc l'Institut de haute finance a été très associé à la création de la DFCG. Nous avons d'une parenté forte, donc un même cousinage, on va dire, puisque les premiers fondateurs de la DFCG étaient tous des gens qui sortaient de l'Institut de haute finance à l'époque. Donc ravi évidemment de vous parler aujourd'hui de l'état du monde. Ravi, enfin évidemment, immédiatement vous dites, est-ce que c'est une formule? Donc non, ça n'est pas qu'une formule. Oui, je crois que l'état du monde aujourd'hui doit nous intéresser parce que, bien sûr, lorsque nous sommes en train de regarder ce qui se passe dans notre pays, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe, on va dire, du point de vue global en Occident, il doit intégrer, nous devons intégrer un certain nombre d'éléments associés à la situation mondiale. Alors, peut-être deux caractéristiques absolument fondamentales quand on va parler de l'état du monde. Un, la démographie mondiale. La démographie mondiale est en croissance. En clair, nous étions 7,5 milliards d'humains au mois d'avril 2017. En décembre 2018, nous sommes approximativement 2,650 milliards d'humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes sur un rythme de 100 millions d'humains en plus sur Terre tous les ans. Pourquoi 100 millions d'humains en plus sur Terre tous les ans? Parce qu'il y a des bébés qui naissent, mais parce que aussi les humains meurent moins. On doit bien avoir conscience que l'augmentation de la démographie humaine, c'est nous. C'est nous, enfin à partir du moment où on n'est pas des enfants ou des bébés. C'est-à-dire que plus nous vivons vieux, plus nous contribuons à l'augmentation de la population humaine. Pourquoi la population humaine s'accroît? Eh bien parce qu'elle s'enrichit. Et là, évidemment, c'est quelque chose aussi de compliqué par rapport au débat français d'aujourd'hui. C'est que l'enrichissement de la population humaine, c'est l'enrichissement d'abord de pays émergents à énorme démographie. La balance qui est en train de se faire aujourd'hui au niveau mondial, c'est les anciens pays dominants, l'Occident, très minoritaires du point de vue démographique, qui sont de plus en plus poussés, remplacés par d'énormes pays émergents. Au premier rang d'école, évidemment, nous avons la Chine ou nous avons l'Inde, mais évidemment, n'éliminons pas non plus la notion d'Indonésie, hein, qui sont des géants qu'on n'a pas encore trop dans la vision. Les Philippines, n'éliminons pas le Brésil, toute l'Amérique du Sud, puis demain l'Afrique, le Nigeria, des pays de ce genre, effectivement, qui sont dans une croissance forte. Cette croissance signifie l'apparition d'une classe moyenne à l'échelle mondiale, d'une classe moyenne de plus en plus âgée. En France, on prend 1 mois d'espérance de vie tous les ans. Lorsque vous basculez d'un état de pauvreté extrême, c'est-à-dire moins d'1,92 $ par jour pour vivre, ce qui est évidemment la statistique tout à fait économique et tout à fait froide, si vous passez à 1,93 $, vous gagnez grosso modo immédiatement 15 ans d'espérance de vie. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est la montée progressive de cette classe moyenne au niveau mondial, d'une classe moyenne de plus en plus âgée.
Attention, ça veut dire quoi aussi, si nous sommes en train de regarder ce qui se passe au niveau mondial? Ça veut dire que plus une population vieillit, plus elle consomme du service. Et plus d'ailleurs, elle va consommer souvent du service de plus en plus de grande qualité. C'est probablement une des grandes erreurs qu'a fait la France, quand je dis la France en général, et en particulier ses élites, il y a 30-40 ans, au moment où la nouvelle mondialisation commence, c'est penser que la mondialisation, ça signifie que l'ensemble de l'économie mondiale va être tiré vers le bas, va être tiré vers le low cost. Ce n'est pas vrai, c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que nous avons une montée progressive de la classe moyenne mondiale, de plus en plus âgée, qui est de plus en plus à la recherche d'une production de qualité. Et ça, évidemment, c'est la grosse erreur stratégique des Français, le grand pari gagnant des Allemands, qui ont effectivement pensé qu'au niveau mondial, ils allaient avoir de plus en plus de débouchés pour des produits de qualité. Nous sommes dans cette situation où, par conséquent, la croissance n'est pas terminée. La vraie croissance économique, elle est liée à la démographie. Quand vous prenez plus de 100 millions d'humains tous les ans, la croissance n'est pas finie par définition, parce que ces 100 millions d'humains en plus, par définition, ils vont aspirer à avoir une consommation qui corresponde à leurs attentes, à leurs besoins, je le répète, à des attentes et des besoins en plus, qui ont tendance à devenir de plus en plus de qualité. Deuxième caractéristique fondamentale de l'état du monde, la question du dérèglement climatique. Le dérèglement climatique est évidemment le grand enjeu de notre époque. Si nous le relions avec ce que je viens de vous dire, nous pouvons considérer que le dérèglement climatique a tout à voir avec le modèle économique que nous utilisons en Occident, on va dire depuis la Seconde Guerre mondiale, un peu avant et un peu après, et la population mondiale aujourd'hui telle que c'est définie. Le modèle économique que nous utilisons ne fonctionne pas à 7 milliards 600 millions d'habitants sur Terre. Et si nous imaginons que nous serons 8 milliards dans 5 ans, que nous serons 10, 11, 12 milliards à environ 50 ans, eh bien ça signifie évidemment que ce modèle économique doit changer en urgence. Nous sommes dans cette situation où la démographie appliquée avec un modèle économique tel que nous le connaissons aujourd'hui est dans une situation, on va dire, de blocage. Par rapport à cela, une information absolument capitale, parce que sinon, évidemment, il y a un côté légèrement dépressif à tout ce que je vous raconte, une information absolument capitale, l'humanité rentre dans la 4e révolution industrielle. La révolution industrielle numéro 1, c'est celle qui commence, on va dire, fin 18e, 19e siècle, milieu du 19e siècle. La révolution industrielle numéro 2, donc la 1, c'est le moteur à vapeur, hein, c'est pas rien, hein, c'est-à-dire c'est le bouleversement dans le mode de fonctionnement de l'économie occidentale, à l'époque, on va dire européenne, même en étant encore plus précis, donc les chemins de fer, etc., l'agriculture qui change, le fait que progressivement la population part des campagnes pour aller vers des villes. Ensuite, la révolution industrielle numéro 2, c'est le moteur à essence, on va dire, pour reprendre les termes d'aujourd'hui, le moteur à pétrole et l'électricité, fin 19e siècle, début du 20e siècle. La révolution industrielle numéro 3, qu'on considère toujours comme étant croupion, parce qu'elle n'est pas aussi importante que les deux précédentes, elle n'entraînera pas de bouleversement dans l'organisation mondiale comme les deux précédentes, c'est l'électricité nucléaire et l'informatique des années 1960. La révolution industrielle numéro 4 vient de commencer, elle commence avec le digital, elle se poursuit, nous sommes au tout début de cette révolution industrielle, puisque la caractéristique d'une révolution industrielle, c'est de bouleverser totalement le mode de vie des humains. Pour le moment, ce bouleversement n'a fait que commencer. La marche 1, c'était le digital. La marche 2, c'est l'intelligence artificielle. On peut estimer qu'on a quasiment encore presque 1000 marches devant nous. En clair, notre mode de vie n'a pas encore totalement changé, même si vous réfléchissez au fait que le portable que vous êtes tous en train de consulter, subrepticement ou pas subrepticement, a changé vos vies depuis 10 ans. Mais ça, c'est rien à côté de ce qui nous attend. Quand vous êtes en train de regarder cette révolution industrielle numéro 4 par rapport aux grands enjeux que je viens d'évoquer précédemment, eh bien, vous avez probablement le plus grand message d'espoir possible. La révolution industrielle numéro 4 est exactement la réponse au problème de changement de modèle associé à une humanité en croissance démographique. Exactement la réponse. C'est-à-dire, elle permet à la fois une logique de retour en arrière par rapport
aux révolutions industrielles précédentes qui allaient vers une concentration de l'humanité. À l'heure où je vous parle, quand je vous parlais de 7 milliards 600 millions d'habitants, nous devons avoir conscience que l'humanité est dans cette aberration, qu'elle n'a jamais été aussi nombreuse sur Terre et qu'elle n'a jamais occupé aussi peu de surface terrestre. La Terre est un désert aujourd'hui, mis à part quelques mégalopoles dans lesquelles nous concentrons de plus en plus la population humaine. Moins l'humanité occupe de place, plus la Terre est irrespirable pour toutes les espèces vivantes. Et donc là, la corrélation inverse, elle est simple, c'est de dire par conséquent, un des grands enjeux, c'est véritablement une déconcentration globale de l'humanité. C'était exactement la caractéristique de la révolution industrielle numéro 4. Je ne sais pas si vous croyez en Dieu, en l'humain, au hasard, mais vous ne pouvez pas penser qu'il n'y a pas quand même quelque chose de providentiel quand vous avez une approche qui précisément va sur la déconcentration à tous les niveaux du point de vue économique, et que quand vous regardez le problème posé à l'humanité, c'est précisément un problème de concentration excessive. Deuxième caractéristique de la 4e révolution industrielle, c'est le fait de rationaliser de manière beaucoup plus forte la production par rapport à ce qui existait autrefois. En clair, nous étions dans une rationalité d'apparence, révolution 1, 2, 3, nous rentrons dans une rationalité réelle. Et là, autant sur le digital, on commençait à le sentir, autant l'intelligence artificielle est beaucoup plus claire par rapport à cela. L'un des buts de l'intelligence artificielle, c'est éliminer tout ce qui peut être considéré comme du PIB, de la production industrielle superflue. C'est-à-dire là, on est bien typiquement dans la révolution industrielle, dans une explosion de la représentation des valeurs. Nous, DFCG, nous sommes complètement concernés par cela. Une révolution industrielle, ça veut dire que les valeurs d'avant vont littéralement exploser. Ce qui valait cher peut disparaître ou avoir une valeur très faible. Ce qui ne valait pas grand-chose peut avoir une valeur énorme demain. C'est typiquement la logique de la révolution industrielle. Il y avait, pour prendre cet exemple, à la fin du 19e siècle, 2,5 millions de chevaux en France. Il y avait une quantité incroyable de chevaux dans Paris en 1900. À ce moment-là, probablement que la DFCG de l'époque aurait dit « Oui, mais d'accord, révolution industrielle, mais il y aura quand même toujours besoin du cheval. Ça fait 10 000 ans que l'homme a un cheval, donc tu ne vas pas me dire qu'on va arrêter d'utiliser le cheval. » Vous vous rendez compte ce que ça voulait dire, hein, c'est-à-dire des écuries, ça veut dire évacuation du crottin, ça veut dire amener tous les matins de l'avoine un peu partout, ça veut dire regarder comment on gère la mort ou la naissance des chevaux, etc. C'était une industrie incroyable. 15 ans après, vous avez 40 000 chevaux en France. C'est-à-dire, vous vous rendez compte la vitesse à laquelle nous avons été à l'époque. On parle de 15-20 ans, ça n'a rien à voir avec la vitesse d'aujourd'hui. La vitesse d'aujourd'hui, elle se compte en mois. Cette révolution industrielle numéro 4, elle est de même type que les autres, c'est-à-dire un bouleversement total du mode de vie, de la représentation des valeurs, avec cette concentration vers un PIB de plus en plus réel qui nous permet d'économiser des quantités d'énergie phénoménales, mais avec aussi évidemment cette idée absolument cruciale que l'innovation, la rupture, va être de plus en plus accélérée, de plus en plus répandue à l'intérieur de tous les secteurs d'activité et surtout va concerner tous les pays à la fois. La révolution industrielle numéro 4 est la plus importante de tous les temps parce qu'effectivement elle va apporter un bouleversement dans le mode de vie de la totalité de la planète avec un monde qui n'a jamais été aussi nombreux. Nous sommes à ce moment-là. Alors une fois que je vous ai donné évidemment cet énorme message, 1 d'espoir, 2 d'enthousiasme, 3 quand même de compréhension d'un certain nombre de complexités que nous allons avoir, nous pouvons lire les événements d'aujourd'hui au travers de ce contexte. Les événements, c'est quoi? C'est le fait que l'ancien monde, le monde issu des révolutions industrielles précédentes, est arrivé au bout de sa route. Et le bout de sa route, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait qu'il était de plus en plus confronté à cette interrogation, comment arriver à avoir quelque chose d'à peu près équilibré entre des références de création de valeur qui avaient en grande partie un certain nombre de dangers associés à ce dérèglement climatique que nous évoquions, c'est-à-dire non, tous les Chinois, tous les Indiens ne peuvent pas vivre comme les Américains. En 1990, c'est ce qu'on croyait quand après les événements de Tiananmen et la rupture du mur de Berlin, on se disait tout le monde va vivre comme les Américains. Et les Occidentaux disaient c'est formidable, puisque maintenant nous n'aurons plus aucun scrupule
à être très très consommateur, à fonctionner de manière incroyablement bizarre, on va dire, en termes de fonctionnement économique, avec la question de ce faux PIB qu'on évoquait, hein, l'obsolescence des produits programmés, le fait que l'on produise pour produise, qu'on achète pour achète, en disant si tu n'as pas les achats en fin d'année, tu vas avoir un problème de croissance sur l'économie française. Enfin, des choses, quand vous réfléchissez évidemment à long terme, vous dites mais comment une économie peut reposer sur les achats de fin d'année ? On voit à quel point c'est le cas, évidemment, dans cette fin d'année 2018. Toutes ces aberrations économiques, on disait mais c'est pas grave puisque tout le monde va l'appliquer. Les années 90 nous apprennent que ce n'est pas possible. Ce que je vous évoquais tout à l'heure, le modèle économique appliqué à la planète totale, le monde entier qui commence à faire des achats de fin d'année, ce n'est pas possible. Et donc effectivement, là, aujourd'hui, nous sommes dans ce moment où le monde d'avant se rend compte qu'on est dans des déséquilibres de plus en plus croissants, que nous avons essayé de compenser, et nous, financiers, évidemment, on regarde ça, on gère ça, par des émissions de monnaie, des émissions de dette, totalement aberrantes d'un point de vue économique. Rien ne peut justifier les émissions de dette que nous réalisons depuis 1992-93, c'est-à-dire depuis le moment où Greenspan, au pouvoir aux États-Unis, etc., baisse artificiellement les taux, dit il faut créer de la monnaie, créer de la dette dans les pays occidentaux pour compenser le fait qu'ils créent de moins en moins de richesses. Ça, c'est quelque chose qui, économiquement, monétairement, est intenable à terme. Nous sommes dans cette situation de très haute tension où les aberrations du monde ancien ont créé une situation de crise. La situation de crise, elle commence en 2008, elle se prolonge aujourd'hui. Si vous regardez la situation de crise que nous connaissons, on peut dire que du point de vue de l'économie contemporaine, on a eu 3 grandes périodes de croissance. 3 grandes périodes de croissance, c'est-à-dire 1850-1914, la première révolution industrielle, le début de la seconde. Ensuite, les 30 glorieuses, 45-75 ou 45-71 ou 45-73, comme vous voulez du point de vue de la fin, mais à peu près certain du point de vue du début. Et la troisième, donc la plus importante de toutes, en termes de croissance, c'est-à-dire 1989-2007. Entre les 3 périodes de croissance, nous avons eu 3 périodes de crise. 19-29, 73-89, 2008 aujourd'hui. Ces 3 périodes de crise se caractérisent toujours par la même logique. Dysfonctionnement du système de représentation de la valeur qui conduit à une crainte de plus en plus forte de l'échange international, logique de protectionnisme, logique de nationalisme, tension militaire. Nous sommes évidemment en 2018 au cœur de la 3e période de crise. S'il n'y a pas la révolution industrielle qui commence, nous pourrions nous demander effectivement si nous n'allons pas vers une tension géopolitique croissante. Je sens que dans la salle, vous êtes en train de penser, mais est-ce que c'est sûr que la révolution industrielle va permettre d'éviter cette période de tension géopolitique, puisqu'effectivement, 2018, vous avez toutes les caractéristiques de ce que l'on retrouve dans les années 70-80, que nous avons oublié un petit peu, et des années 30, évidemment, que nous avons moins oublié, parce qu'à la fin, vous avez la Deuxième Guerre mondiale. Le président de la République a plusieurs fois fait référence à la similitude entre les époques. Nous sommes bien dans cette même période de dérèglement avec de manière étrange, notamment les élites au niveau mondial qui reviennent vers l'approche protectionnisme, nationalisme, dont on sait tout le temps, à chaque fois, que ça vous casse la croissance, que ça vous casse le développement à long terme, mais qui est le réflexe quand vous avez une sorte de dysfonctionnement du modèle économique mondial. Je le répète, ici nous sommes dans le dysfonctionnement du vieux modèle. Et c'est ça l'avantage par rapport aux 2 périodes que j'ai évoquées précédemment, 73-89 ou 19-39, c'est que cette fois-ci, nous avons une révolution industrielle en point de mire. Alors cela étant, lorsque nous évoquons effectivement cette tension, aujourd'hui on peut dire quoi quand on regarde du point de vue mondial? On peut dire du point de vue américain, nous avons en effet la logique d'un président qui est le président le plus, je me retourne non pas pour regarder le président, mais pour regarder le temps qui passe, le président le plus inimaginable qu'on ait jamais vu aux États-Unis. Vous devez vous souvenir évidemment à quel point la notion de politiquement correct a imprégné notre civilisation occidentale en provenance des États-Unis. À quel point il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ça provient au départ des États-Unis, notamment, on va dire, depuis 20-25 ans. Progressivement, des choses qui sont venues sur nos propres pays, notre propre société. Vous regardez le président des États-Unis actuel, c'était impensable
d'avoir quelqu'un qui, à ce point, est en rupture avec tout le politiquement correct de A jusqu'à Z. C'est absolument incroyable. Et cet homme-là est aujourd'hui à la tête du plus puissant État du monde, en tout cas du point de vue du XXe siècle, on verra sur le XXIe. Il est dans cette logique protectionniste, il est dans cette logique isolationniste, il est dans une logique permise aux États-Unis, et là effectivement nous sommes à mi-chemin entre la question climatique et la question économique, permise aux États-Unis depuis 2013-2014. Quelque chose qui est arrivé déjà dans le deuxième mandat d'Obama, c'est le changement complet de réflexion sur les États-Unis par rapport au restant du monde depuis qu'il y a le pétrole et le gaz de schiste. Le pétrole et le gaz de schiste ont bouleversé la vision des États-Unis du point de vue de leur politique étrangère parce qu'elle leur permet d'envisager un retrait de l'action dans le monde. Quand vous êtes en train de regarder pendant tout le XXe siècle la manière dont les grandes puissances interviennent dans les relations internationales, vous mettez immédiatement derrière la question pétrolière. Quand vous êtes en train de regarder le problème du Proche-Orient depuis la Première Guerre mondiale, depuis ces accords secrets entre la Grande-Bretagne et la France, ces fameux accords Sykes-Picot, où on était en train de se répartir le Proche-Orient. Mais bien entendu qu'on était en train de se répartir les puits de pétrole. Et qu'ensuite, après, vous faites la grande saga de Laurence d'Arabie que vous mettez en scène sur le cinéma. Mais qu'en réalité, quand jusque dans les années 40, vous m'entendez bien, après la défaite de 40 de la France continue à se battre avec l'Angleterre au Proche-Orient, c'est sur la question absolument cruciale de l'énergie. Si vous êtes en train de regarder tout ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale, la clé de lecture absolue, c'est la question des approvisionnements énergétiques. Les États-Unis ont bouleversé leur logique parce que depuis 2013, c'est-à-dire depuis 5 ans, ils ont la certitude qu'ils peuvent être un jour autonomes du point de vue énergétique. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, mais les États-Unis sont devenus à égalité de l'Arabie saoudite et à égalité de la Russie, le premier producteur d'énergie du monde. Donc, grosso modo, pour aller très vite, 11 millions de barils jour. C'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en Russie, c'est la même chose en Arabie saoudite. Et donc, effectivement, nous sommes là aujourd'hui à un grand tournant de ce point de vue qui nous amène la possibilité pour un président américain de se déclarer complètement isolationniste, de se déclarer complètement tourné sur l'ancien monde. Attention, évidemment, nous comprenons, nous Européens, que dans cette logique-là, le premier adversaire des États-Unis est l'autre grande puissance mondiale, c'est-à-dire l'Europe. La grande puissance économique mondiale concurrente des États-Unis dans cette logique est l'Europe. Vous êtes en train peut-être de penser, il oublie la Chine. Non, je ne l'oublie pas. Alors peut-être regardons la Chine. La Chine comprend bien qu'elle est confrontée, elle, à la concurrence en termes de puissance dominante, puisqu'elle sera la puissance dominante du XXIe siècle, elle est numéro 2, elle deviendra numéro 1, et en même temps, elle n'a pas de ressources énergétiques. En même temps, elle a besoin absolument de ressources provenant de pays étrangers. La Chine ne sera pas une puissance dominante comme l'ont été les États-Unis ou comme l'a été au XIXe siècle la Grande-Bretagne. La Chine est dans une logique culturelle totalement différente des Occidentaux. Alors peut-être peut-on le voir aujourd'hui, évidemment, vous avez la question démographique, vous gérez un pays d'1,4 milliard d'habitants. C'est quelque chose d'inimaginable, nous ne pouvons pas représenter. Si nous évoquons au président de la République la difficulté de gérer 65 millions de Français, vous lui dites maintenant vous avez 1,4 milliard d'équivalents. Les Chinois ne sont pas plus faciles à gérer que les Français. 1,4 milliard. Là, je pense qu'effectivement, le président dit je vais laisser passer mon tour parce que je crois que ça, c'est impossible. 1,4 milliard d'habitants en Chine et une évolution de Chine que nous ne regardons pas alors que c'est la grande puissance de demain. La Chine, depuis le 19e congrès du Parti communiste en novembre 2017, a opéré un tournant extrêmement fort du point de vue politique. Un tournant de durcissement extrêmement fort de la tête du Parti communiste chinois. Nous, Européens, nous, Occidentaux, ne le regardons pas parce que c'est la même personne. Le président s'appelle Xi Jinping, il est simplement maintenant président à vie. Ça change un certain nombre de choses. Pour tous ceux qui font du business en Chine, vous voyez au quotidien à quel point, on va dire, la logique de l'approche chinoise est en train de changer. À quel point cela a des effets sur le business et cela en aura sur l'économie mondiale. La logique de la Chine, c'est celle représentée par
on va dire, les gens qui ont monté au sein du Parti communiste et que nous devons regarder. Je vous rappelle, hein, l'année dernière, pour le 19e congrès du Parti communiste chinois, vous aviez 3 journalistes européens, dont 2 ne parlaient pas français. Pardon, ne parlaient pas français les 3, mais ne parlaient pas chinois. Vous vous rendez compte? Les élections mi-terme aux États-Unis, vous aviez des centaines de journalistes européens qui étaient accrédités aux États-Unis, comme si c'était des élections européennes. Nous ne nous tournons pas assez vers la Chine, nous ne comprenons pas assez la stratégie éventuelle de la Chine. La stratégie de la Chine, comprenant effectivement qu'elle est en opposition, en guerre larvée et de moins en moins larvée avec les États-Unis, voire les questions de Corée du Nord. Juste rappel, le leader de Corée du Nord, quand il va rencontrer le président américain à Singapour, il y va par Air China. Il est géré par les Chinois. On devait à un moment donné comprendre que ce n'est pas la Corée du Nord. C'est, on va dire, un satellite chinois, là dont on parle. La Chine a décidé donc désormais d'orienter sa politique vers les routes de la soie. Les routes de la soie, elles ont 3 directions. C'est l'Europe, parce que c'est encore un marché qui permet un développement. C'est le Proche-Orient, parce que c'est l'énergie que l'on peut récupérer par ce biais-là. C'est l'Afrique, parce que c'est des matières premières qu'on peut faire remonter par ce biais-là. L'armée chinoise se développe dans les sous-marins. Les sous-marins, c'est sécuriser les convois depuis l'endroit où on fait rentrer les matières premières vers l'empire du milieu, le centre du monde, qui s'appelle la Chine. Nous devons comprendre que nous sommes en train de changer de monde de ce point de vue. Vous avez juste à côté de la Chine celui qui probablement qui préoccupe le plus les Chinois pour le XXIe siècle. Ça s'appelle l'Inde, aujourd'hui 1,3 milliard d'habitants, géré par un Premier ministre que nous devrions regarder. Je suis sûr que l'immense majorité dans la salle ne se souvient pas de son nom. 1,3 milliard d'habitants, l'Inde nous est passée devant. Le Premier ministre s'appelle Modi. Monsieur Modi doit être regardé, parce que Monsieur Modi s'écrit O-D-I, mais nous pourrions l'écrire à la française. Monsieur Modi est un ultranationaliste qui a décidé de rajouter de la fiscalité très importante sur l'économie indienne pour une seule raison: permettre de financer l'équipement militaire de l'Inde. L'Inde, aujourd'hui, est le premier importateur d'armes conventionnelles du monde. On est d'accord que l'Inde est exactement voisin de la Chine. La Chine le regarde avec ça avec énormément d'attention. L'Inde est, d'autre part, voisin de, on va dire, l'autre opposant fondamental de l'Inde, c'est le Pakistan. Le Pakistan, c'est quoi? Ça nous ramène à une autre grande question de ce début du XXIe siècle. Le Pakistan, c'est la puissance sunnite, la puissance, on va dire, effectivement musulmane, puisque c'est comme ça qu'a été créé le Pakistan par rapport à l'Inde, quelque chose d'absolument effroyable quand on regarde après la Seconde Guerre mondiale ce qui s'est passé en ce qui concerne la décolonisation britannique. Mais n'oublions pas que le Pakistan est aussi une puissance sunnite qui nous ramène effectivement au grand conflit potentiellement armé que nous connaissons aujourd'hui, qui a pour les générations comme la mienne ce côté extraordinaire de faire presque passer au second plan le conflit israélo-arabe. C'est le conflit au sein du monde musulman entre sunnisme et chiisme. Aujourd'hui, lorsque nous évoquons les événements de Syrie, nous devons rappeler que nous sommes dans un arc chiite qui s'oppose à l'arc sunnite. Sauf que dans l'arc sunnite aujourd'hui, nous avons aussi un certain nombre de fractures. En clair, les fractures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde chiite, c'est évidemment l'Iran, soutenu par la Chine parce que l'Iran produit du pétrole, surtout dans les périodes d'embargo, pour les Chinois. Les Chinois sont autorisés par les Américains aujourd'hui à s'approvisionner en Iran. C'est la raison pour laquelle Total a cédé toutes ses participations à un groupe chinois d'exploitation pétrolière en Iran. L'Iran, effectivement, grande puissance chiite, associée à la Chine, associée à l'Irak, grande puissance chiite. Depuis la guerre du Golfe, nous avons réussi effectivement à ce que la majorité chiite reprenne le contrôle de l'Irak. C'est un très beau résultat du point de vue américain. Et puis juste à côté de l'Irak, nous avons la Syrie, où nous avons une minorité chiite qui gère un pays sunnite. Et cette minorité chiite, elle appuie Hezbollah, qui est chiite, qui est juste à côté d'Israël. Je ne vous fais pas de dessin sur la tension que ça peut revêtir. Et le chiisme est au cœur de la question yéménite, dans lequel aujourd'hui vous avez une confédération sunnite qui se bat contre une confédération chiite. Aujourd'hui, 2 pays sunnites fondamentaux ont rejoint la confédération chiite, un la Turquie et 2 le Qatar. Nous sommes aujourd'hui avec cet élément extrêmement dangereux,
puisque derrière tout cet ensemble, vous avez la Russie en appui de l'arc chiite, en appui de la Chine, et nous avons de l'autre côté les États-Unis et le monde occidental en appui de l'Arabie saoudite et de l'ensemble des sunnites qui ne sont pas à l'intérieur de l'arc chiite. Et là, bien entendu, quand nous évoquons le meurtre du journaliste Khashoggi, probablement commandité par le chef d'État saoudien, on comprend que ce soit extrêmement compliqué à gérer. Extrêmement compliqué à tout point de vue, du point de vue géopolitique et du point de vue économique. Peut-être faut-il rappeler que lorsqu'on a parlé du Davos du désert, auquel le monde ne s'est pas rendu il y a quelques semaines à cause du meurtre de Khashoggi, nous n'avions pas utilisé la bonne terminologie. Ce n'est pas Davos, ce n'était pas une rencontre de gens en train de parler d'économie. C'était une rencontre autour du fonds gouvernemental saoudien. C'est-à-dire les Saoudiens sont en train d'augmenter leur capacité d'investissement dans le monde, utilisant notamment évidemment l'argent provenant de leurs ressources pétrolières. Et là, c'était la rencontre des stratèges du fonds en question. C'est la raison pour laquelle vous avez un certain nombre d'entreprises qui ont dit « bah oui, mais embargo ou pas, j'y vais quand même ». Parce que là, on parle de dizaines, de centaines de milliards de dollars d'intervention à l'intérieur de l'économie mondiale. Nous sommes effectivement avec ce conflit potentiel qui doit nous inquiéter. J'ai parlé de la Russie. La Russie, aux portes de l'Europe, est aujourd'hui confrontée à d'énormes difficultés. Nous devons aujourd'hui être très attentifs, et là encore, les Européens n'écoutent rien, ne regardent rien à ce qui se passe en Russie. La Russie, aujourd'hui, est étranglée du point de vue économique. Vladimir Poutine, contrairement à ce que souvent encore on entend dans les médias, a un énorme problème intérieur. Il va être obligé de réduire les retraites en Russie. Le pouvoir d'achat russe est en train de baisser énormément. Vous avez un doute? Eh bien, vous avez immédiatement la confirmation. Quand Vladimir Poutine a des problèmes en interne, il exporte vers une guerre extérieure. Nous avons depuis quelques jours des tensions extrêmement fortes en Ukraine. Vladimir Poutine est en train d'essayer de sortir de son impasse intérieure en redonnant de la tension du point de vue européen. Nous sommes dans cette situation qui est une situation extrêmement dangereuse pour le commerce mondial, puisque nous parlons aussi de la mer Noire, nous parlons de la Méditerranée, et nous parlons des risques de redéstabilisation sur le Proche-Orient. Et puis lorsque j'évoque la Russie, c'est la moitié de l'Asie et c'est la moitié de l'Europe. La Russie, vous savez, l'emblème traditionnel de la Russie, c'est deux aigles, un aigle à deux têtes plutôt. L'un qui regarde vers l'Asie, l'autre qui regarde vers l'Europe. C'est en même temps l'Europe et l'Asie. Eh bien, l'Europe, effectivement, bien sûr, doit aujourd'hui nous inquiéter. L'Europe, c'est le Brexit, c'est cette, on va dire, approche des citoyens qui tout d'un coup disent « on en a marre du système d'avant » et qui sont en train de se rendre compte à quel point le système d'après est quelque chose qui risque d'être en réalité terrifiant par rapport à ce qu'ils quittent. La Grande-Bretagne est devant un ravin. Car d'ores et déjà sa croissance est en diminution extrêmement sensible. Et vraiment, je crois qu'il faut insister. Là, on ne parle pas bien sûr de choses brutales. C'est-à-dire, ce n'est pas du jour au lendemain que vous avez un effondrement de l'économie. Ce que peut-être on attendait quand on a dit le jour du vote, vous voyez, il ne s'est rien passé le lendemain. Évidemment, votre économie, elle fonctionne comme avant. L'économie britannique est toujours dans l'Europe aujourd'hui. Et donc, elle bénéficie toujours du plus grand marché du monde. Mais quand demain, vous pourriez avoir un no deal, lorsque la banque britannique, la banque centrale, McCartney, qui n'est vraiment pas considéré comme quelqu'un d'idéologue ou quelqu'un de totalement utopique, le grand patron de la banque centrale britannique dit « mais on n'arrive même pas à chiffrer ce que ça peut signifier un no deal », ça veut dire effectivement quelque chose qui est catastrophique pour la Grande-Bretagne, mais soyons clairs, pour le reste de l'Europe. La Grande-Bretagne est le marché numéro 2 de l'Allemagne aujourd'hui. Du point de vue européen. Son marché numéro 1, les États-Unis, numéro 2, la France, numéro 3, la Grande-Bretagne. Donc nous sommes effectivement dans une situation où il peut y avoir des conséquences extrêmement graves. L'Italie est dans une situation politique absolument insensée, avec une croissance extrêmement faible, avec un danger de plus en plus fort. L'Italie devait rentrer dans le rang. On avait en tout cas cet espoir jusqu'à il y a quelques jours en disant, du point de vue européen, on peut quand même contraindre de ne pas faire n'importe quoi, jusqu'évidemment à hier soir. D'accord. C'est-à-dire que là, maintenant, ça va être compliqué du point de vue français, à Bruxelles, d'expliquer aux Italiens qu'il va falloir ne pas dépasser les 2,3% de déficit européen. Ça va être un tout petit peu compliqué. On est d'accord qu'on dit, oui, mais on est en urgence, et en état d'urgence, etc. Et donc, ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire qu'on va avoir une tension de plus en plus forte au niveau européen. Ça veut dire qu'on va avoir une tension de plus en plus forte au niveau de l'Europe du Nord par rapport à l'Europe du Sud. Et que la France bascule de manière forte dans l'Europe du Sud à partir d'hier soir. Et que là, évidemment, des questions peuvent se poser en disant « mais de toute façon, l'Europe du Nord n'a pas de plan B ». Et là, la réponse peut être « non, attention, il peut y avoir un plan B ». Ce plan B, c'est une déflagration énorme, mais cette déflagration peut arriver aussi provoquée par des éléments externes. Ce que nous voyons sur les marchés, ce que nous voyons en retour de cette dette que j'évoquais tout à l'heure est quelque chose, bien sûr, qui peut nous inquiéter. Je crois que j'arrive presque au terme du temps qui m'est imparti. Du coup, je me rends compte que quand je termine là-dessus, ça ne vous rassure pas totalement, hein, pour ce qui concerne le débit. Oui, mais toujours pareil, hein, vous voyez, donc j'entends bien vos rires et j'entends bien votre approche, je vous vois bien. Bon, bref, on n'a plus qu'à se flinguer, ce que vous ne ferez pas d'ailleurs, j'espère bien. Oui, mais en même temps, je ne vous parle pas de choses que vous ne connaissez pas. Je vous parle juste de choses dont vous entendez parler tous les jours, mais qu'on écarte d'un revers de main. Je suis désolé, c'est un peu ce qui se passe au niveau national en disant « oui, mais d'accord, mais je voudrais être plus riche. » Oui, d'accord, vous voudriez être plus riche. Je suis d'accord, on voudrait tous être plus riches. À un moment donné, nous devons bien regarder la manière dont va le monde, la manière dont nous allons nous insérer à l'intérieur de ce monde, la manière dont à chaque endroit du monde en ce moment, on entend des craquements. Ces craquements ne sont pas définitifs, mais ces craquements sont inquiétants. Alors, lorsque je vais conclure ce propos sur l'état du monde aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est vraiment reboucler sur le sujet qui a été mon sujet de démarrage. J'avais choisi, évidemment, au départ, de parler plutôt des tensions au début et de finir par les faits d'espoir. L'actualité a fait qu'à mon sens, on ne peut pas aujourd'hui faire l'impasse sur ce qui s'est passé hier soir. Nous, Français, on doit entendre ce qui est en train de se passer dans notre pays et en tirer un certain nombre de conséquences, ou en tout cas de réfléchir à ce que ça signifie. Ce que ça signifie, c'est qu'effectivement, à court terme, nous allons avoir le problème crucial de la France, le problème crucial de l'Europe, d'aller vers la 4e révolution industrielle. La France, l'Europe, est en retard sur la 4e révolution industrielle. La France était la Silicon Valley de la révolution industrielle numéro 2, et on va dire la Grande-Bretagne, la Silicon Valley de la révolution industrielle numéro 1. C'est nous qui avons traîné la croissance mondiale pendant tout le XXe siècle grâce à ce statut extraordinaire et qui traîne encore nos économies. L'Allemagne, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne sont des grandes puissances des révolutions industrielles précédentes. Nous avons des grands groupes mondiaux dans tout ce qui représente les révolutions industrielles précédentes, que ce soit l'aéronautique, que ce soit l'électricité, que ce soit l'automobile, que ce soit la chimie, que ce soit tous les éléments qui ont représenté les grands moteurs de croissance du XXe siècle. Nous ne sommes pas dans la 4e révolution industrielle. Nous n'avons aucun groupe correspondant à notre statut de première puissance économique mondiale dans les data, dans la nouvelle technologie, dans l'intelligence artificielle. Nous n'y sommes pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dépasse les angoisses du moment, nous avons un grand défi, un défi d'investissement monstrueux. L'investissement monstrueux, on sait comment l'envisager. On sait quel investissement physique il va falloir faire. La question qui se pose à l'Europe, c'est quel financement tu mets en face. Quand aujourd'hui nous n'avons pas une entreprise au niveau mondial du point de vue européen, ce n'est pas parce que nous n'avons pas les idées. Ce n'est pas parce que nous ne l'avons pas constitué, c'est parce que nous n'avons pas le Nasdaq. Donc vous, DFCG, aujourd'hui, logique financière, je pense que vous êtes au cœur de la manière dont l'Europe, la France, doit penser son futur. Comment on investit dans la 4e révolution industrielle, comment à très brève échéance, nous devons créer les grandes entreprises qui feront que dans 100 ans encore, l'Europe sera une puissance qui comptera sur l'échiquier mondial. Je trouve que c'est pas mal comme perspective au début de votre journée. En même temps, sentir évidemment la tension du monde et en même temps sentir l'immense enjeu à long terme que cela peut représenter. Cet immense enjeu qui, j'en suis absolument persuadé, est d'abord un enjeu positif. Je vous remercie de votre attention.